1989, mais bon, je suis sartois d'origine. Je viens aussi. Alors, si j'ai écrit ce livre, Paysans mutins, paysans demain, qui est sorti en début d'année, c'est parce que pendant 30 ans, j'ai participé à l'histoire, à la création et à l'animation d'un mouvement paysan européen qui s'est appelé la Coordination paysanne européenne, dont fait partie en France la Confédération paysanne et le MODEF d'ailleurs. Et donc j'ai pas mal participé au lancement de ça. Au début des années 80, j'étais animateur d'une des organisations paysannes françaises qui a créé la Confédération paysanne. Et donc je suis monté entre guillemets à Bruxelles en 1989 pour ouvrir dans une toute petite mansarde à côté du bâtiment de la Commission la Coordination paysanne européenne. Et donc après on s'est développé, on rassemble des organisations paysannes qui vont de la Norvège, parce que c'est pas strictement lié à l'Union européenne, de la Norvège à la Turquie, au Portugal, etc. Et ce sont toutes des organisations paysannes, mais qui sont un peu contestataires, qui ne sont pas forcément petites, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc on a fait ça avec un peu des bouts de ficelle. Et donc je me suis arrêté donc, fin 2012. La pension, comme on dit en Belgique, c'est à 65 ans, donc je les ai dépassés. Et donc j'ai eu envie de raconter cette histoire. Et en même temps, un peu mon histoire de ces 30 ans d'engagement au service des organisations paysannes, mais aussi l'histoire en parallèle de l'évolution de la politique agricole en Europe, telle que moi je l'ai vue. Et donc c'est un peu ça ce dont j'ai voulu témoigner, et aussi en faisant quelques focus sur des points particuliers sur lesquels on a pas mal travaillé ou discuté, comme la vache folle, les OGM et d'autres points particuliers. Et voilà, ça c'était l'objectif de ce livre, et j'ai eu la chance de trouver un éditeur assez chouette avec qui on a eu une bonne collaboration pour le publier. Donc c'était pour moi une belle histoire. Alors, pour démarrer, je ne vais pas démarrer par le plus réjouissant. Ah oui, mais avant, je voulais vous dire quelque chose, parce qu'il n'y a pas assez de poésie dans notre monde. Alors, j'ai essayé d'en mettre des petits morceaux, j'ai mis beaucoup de citations dans mon livre, et donc je vais vous en faire partager quelques-unes au début. Avec des phrases, quand on fait un livre tout seul, j'avais fait des livres à plusieurs, quand on fait un livre tout seul, l'avantage c'est qu'on est complètement libre. Donc ça c'est le plaisir, on écrit ce qu'on veut et on met ce qu'on veut. Donc je me suis fait plaisir en mettant des citations et des phrases pas qui me poursuivent, mais qui m'accompagnent depuis pas mal d'années. Donc je voulais les faire partager. Et la première, c'est une citation qu'on a trouvée sur un mur de mai 68 à Paris. J'avais 17 ans. Et c'est une phrase de René Char, qui est connue, mais que j'aime bien, et qui s'appelle « La lucidité est la blessure la plus proche du soleil ». Voilà, c'est une phrase qui m'accompagne depuis 60 ans. Et la deuxième, qui est une phrase plus ancienne, mais que j'aime beaucoup, « Et pour ne point répondre à la question des vagues, ils auront mis à sec leur intime océan. » C'est de Pierre Emmanuel. Une autre qui a plus attrait à l'histoire dont je témoigne ici, et c'est une phrase de Bertolt Brecht, et qui est aussi connue. Celui qui se bat peut perdre, celui qui ne se bat pas a déjà perdu. Et puis une phrase de Patrick Vivray, que peut-être certains d'entre vous connaissent, un philosophe qui a lancé à Lyon les dialogues de l'humanité il y a quelques années, et que j'aime bien, et qui a trait aussi un peu à ce dont on va parler. Nous avons déjà fait un long chemin vers l'inacceptable. Et Edgar Morin réplique, le probable est la catastrophe, mais l'improbable est souvent arrivé dans l'histoire humaine.
Alors, la première image que je vais vous montrer, elle est aussi, quelque part, elle accompagne, je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec ma petite mascotte, et c'est une petite vache avec une petite clochette. Et pendant que j'écrivais le livre, elle était sur une étagère au-dessus de mon bureau. Et c'est une petite vache qui m'a été offerte par un producteur de lait du Wisconsin aux États-Unis, qui se battent aussi, qui vivent avec les mêmes problèmes que les producteurs de lait ici. Et il m'avait fait cadeau un jour de cette vache. Et j'en parle parce que c'est un peu aussi pour témoigner des centaines de producteurs de lait qui se sont suicidés depuis la crise laitière de 2009, et après il y en a encore eu une autre en 2015, si je ne me trompe plus. Et il paraît qu'en 2009, il y en a eu 800 d'enregistrés, il y en a eu plus que ça, 800 d'enregistrés simplement en France. Et donc c'était aussi pour témoigner. Voilà. Et c'est aussi parce qu'aujourd'hui, c'est la journée des morts. Le 2 novembre, c'est la journée des morts. Voilà, c'était... Voilà. Alors on dit qu'il y a des problèmes. Moi, je n'ai pas l'impression. On a tout ce qu'on veut. On est plutôt dans un régime d'abondance. Regardez. On a on a de beaux paysages. Il paraît même qu'on veut remettre des arbres dans la Limagne, donc tout va bien. C'est chez lui. Bon, alors, on va s'évader un petit peu pour regarder un peu le problème de plus loin. Là, il faut avoir une bonne vue. Vous voyez bien? C'est où? C'est encore trop tôt pour aller y passer le week-end. Là, on est sur Mars. Et si vous regardez dans le ciel, il y a un petit point blanc. Il y a peut-être trop de lumière, non, vous le voyez? Bon, c'est la Terre. On est là. C'est pas grand-chose. Et c'est la planète la plus proche. Hein. Donc, si vous êtes sur Jupiter, c'est encore plus petit. Donc c'est vraiment pas grand-chose. On est là-dedans. Hein. Donc il faut... Et on va se rapprocher. Pour votre prochain week-end, si vous allez sur la Lune, vous pouvez avoir ce beau spectacle-là. Et là, on a encore envie plus d'en prendre soin quand on voit... c'est la plus belle du système solaire, hein, quand même. Et alors, on va se rapprocher. Donc, là, je vous ai sélectionné une série de dessins que j'aime bien. L'auteur, c'est Sanson, c'est écrit en bas. Et il dessine, entre autres, pour Campagne Solidaire, qui est le journal mensuel de la Confédération Paysanne. Et moi, j'aime pratiquement tout le temps ces dessins. Et donc, j'en ai sélectionné quelques-uns qui... Voilà ce que, quelque part, on était parti pour faire. Ça change un petit peu depuis la crise financière, mais quelque part, c'est bien sûr une caricature. Mais voilà. Alors ça, c'est un autre aspect de la planète. Je vais autant vous parler de politique agricole en général que de politique agricole commune, et on pourra en débattre à fond dans la technique si vous voulez, mais ce qui est important, c'est la politique agricole et alimentaire, plus que tous les règlements qu'il peut y avoir autour, qui sont plus techniques. Voilà ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec... C'est absurde à 36 niveaux, mais ça se voit, le dessin il parle de lui-même, mais aujourd'hui on trimballe sur la planète entière des produits bruts, transformés, on laisse les dégâts sur place. Là vous avez l'élevage industriel en Europe, fait à partir de soja qui vient du Brésil, et puis qu'on transforme en lisier qui s'épand dans les mers, dans les rivières, et puis on en produit trop, donc on a des excédents qu'on va brader en Afrique, en Asie, et là, en les bradant, on tue les producteurs locaux qui ont pris le marché, on leur prend leur marché. Et donc, ça a des effets négatifs, ça a des coûts gigantesques, et pourtant, ça continue. Je ne vais pas remonter au début d'Homo sapiens, mais voilà, voilà. Une façon
d'illustrer notre direction. Il est temps de changer. Et aujourd'hui, la situation des agriculteurs est, est souvent dramatique, pas tout le temps, mais il y a beaucoup de crises sectorielles. Et là, c'est une affiche qu'on a vue en Belgique, dans le brouillard belge, en pleine crise laitière, et voilà. Et des fois, la crise est tellement profonde qu'on a envie de dessiner ça. Ça peut aller aussi absurde que ça, quoi. Et bien sûr que les agriculteurs, c'est vraiment pas facile leur boulot. Alors ils s'interrogent et des fois, ils n'arrivent pas à dormir. Et c'est quand même mieux qu'ils dorment, parce qu'en général, le matin, ils se lèvent tôt. Bon, je ne sais pas si c'était parti pour être la plaine de la Limagne, mais ça pourrait être des paysages de la Beauce. Mais, on va remettre des arbres. On va remettre des arbres. Et ça, c'est un point clé. C'est pour illustrer un point clé. L'agriculteur, c'est lui qui est toujours au bout de la chaîne, à qui on donne que les miettes. Tout le monde se sert sur son travail, et la plus-value de son travail, la valeur ajoutée de son travail, s'en va un peu dans l'amont et beaucoup dans l'aval. Et on lui donne ce qui reste. Mais s'il continue à travailler, et des fois il perd de l'argent, mais il continue à travailler et ça fait tourner le système. Donc le système a besoin qu'il travaille et qu'il vende ses produits à perte. Et notre politique agricole commune, au moins depuis 1992, elle est construite là-dessus, structurellement. C'est pas juste une année où il y a des effets météo, machin. Non, elle est structurellement construite pratiquement, presque en permanence, ça dépend des produits, etc., mais sur la vente à perte par l'agriculteur. Et on ne peut pas construire une économie saine sur la vente à perte. Beaucoup d'agriculteurs, si on raisonne simplement sur le plan économique, ils ont intérêt à mettre la clé sous la porte. Et les aides qui arrivent de Bruxelles, elles sont déconnectées de la production. Donc il peut continuer à toucher les aides, il met 3 ânes sur sa prairie, il passe un coup de rotavator à l'automne sur ses terres et il va toucher les aides. Il va moins perdre d'argent. Il n'aura pas tous les coûts que la production a engrangés. Mais le système est fait que souvent il a beaucoup d'emprunts, il est très endetté, donc il faut qu'il rembourse, donc il faut quand même qu'il produise ce qu'il vende. Et il faut qu'il fasse tourner, ça veut dire qu'il fasse tourner la machine, il achète des engrais, des bâtiments, des robots de traite, des coûts vétérinaires, etc. Mais le système marche sur la tête et coûte très cher à la collectivité, parce que les primes de Bruxelles, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde qui les paye. 40 milliards par an. Et il y a beaucoup de gens autour. Ça, c'est les grandes compagnies, on a mis 10 plus importantes, qui contrôlent une grande partie des produits que vous allez retrouver, que j'espère vous achetez peut-être pas tous, mais parce qu'il y a beaucoup de produits inutiles là-dedans, mais voilà, il y a une grande partie des produits alimentaires qu'on trouve dans les supermarchés sont contrôlés par quelques grandes sociétés dans le monde. Et ça a plutôt tendance à se concentrer qu'à se diversifier. Alors bien sûr, ça ne se passe pas sans dégâts. Bon, il suffit de lire les journaux, puis vous êtes dans une belle région où vous vous promenez. Et il y a un chiffre qui est sorti la semaine dernière, c'est une étude allemande qui a montré, ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, que 75% des insectes volants ont disparu dans les dernières décennies. 75%. Donc on a un énorme problème de biodiversité, et on est dans la 6e extinction de biodiversité, extrêmement rapide par rapport aux 5 autres qui ont duré des fois des millions d'années. Et donc ça, c'est peut-être le problème le plus grave, peut-être plus grave que le réchauffement climatique, parce que là, on peut faire quelque chose encore si on s'y prend, si on commence hier. Mais la biodiversité, elle ne va pas revenir comme ça d'un coup de baguette magique. Et donc c'est un problème très grave, parce que nous, on en fait partie. Et l'espèce humaine est une espèce parmi d'autres, on fait partie de la nature. Et donc l'espèce humaine
peut très bien disparaître dans l'extinction en cours. Et la biodiversité, ça vaut le coup quand même de la garder, quoi. Ça, c'est un bel arbre d'une île, c'est un arbre endémique de l'île de Socotra qui est au large de la Somalie. C'est une plante que j'aime bien, que j'ai mis sur mon blog. Voilà. Alors, des dégâts, il y en a beaucoup. Et l'autre image, ben oui, l'élevage industrialisé, je préfère dire industrialisé qu'industriel parce que je préfère parler du processus, parce que élevage industriel, bon, on ne sait pas quand ça commence, quand ça finit. Alors toi, tu as 3 poules de trop, tu es dans un élevage industriel. Et donc, par contre, le processus d'industrialisation, lui, il est bien en route. Et donc, je préfère parler d'élevage industrialisé. Bon, là, en voici un. Et ça a énormément de ce qu'on appelle des externalités négatives, donc des dégâts pour la collectivité qui sont payés par tout le monde, par les contribuables, par les consommateurs. Et là, la liste, on pourrait en faire toute une page en termes de santé, en termes de qualité, de pollution de la mer, de pollution des eaux, et aussi de résistance aux antibiotiques, parce que ces poulets-là, ben, ils reçoivent des antibiotiques systématiques. Et en Europe, il y a 25 000 morts par an. C'est quand même important, il y a 25 000 morts par an, et c'est des chiffres qui datent d'il y a quelques années, à cause de bactéries qui sont résistantes à tous les antibiotiques qu'on connaît. Et ce chiffre est en accroissement important. Et si vous allez dans une région où il y a beaucoup d'élevage industrialisé, comme le sud des Pays-Bas, le nord de la Belgique, ou certaines régions en Basse-Saxe, en Allemagne, et que vous allez chez le médecin et que vous avez une infection, la première question qu'il vous pose, c'est est-ce que vous avez été récemment dans une exploitation agricole ou est-ce que vous venez d'une exploitation agricole? Et si vous dites oui, quarantaine. Parce que vous êtes susceptible de porter un germe ultra résistant aux étiomies. C'est un vrai problème. Et qui est en accroissement parce que pour l'instant, on ne découvre pas, on ne trouve pas de nouveaux antibiotiques. Et une partie de ça, et une grosse partie de ce problème est liée à la surutilisation d'antibiotiques dans l'élevage. Une partie, c'est dans la médecine humaine, et une partie importante, c'est dans l'élevage. Alors voilà ce qu'on a fait de beaucoup de zones agricoles. On a agrandi les exploitations. C'est ce qui s'est... non, en Limagne, on ne les a pas trop agrandis, mais on a viré les arbres, on a fait du remembrement. C'est pas aussi dramatique que sur cette photo-là. Mais c'est aussi lié au système de la politique agricole commune, qui depuis 92, depuis une grande réforme de 92, a remplacé les prix agricoles qui étaient garantis, en tout cas pour des grandes productions, et a remplacé par des primes, par des aides, et on les a fait à l'hectare, ce qui a bien arrangé la France, parce que la France a une grande zone, une grande surface agricole, et on les a fait à l'hectare sans plafond. Donc si vous avez 1 hectare, vous avez une prime, si vous avez 5000 hectares, vous avez 5000 primes. Et donc bien sûr, quand vous avez 5000 hectares, vous avez 5000 primes, vous avez plein d'argent, ça tombe à l'automne. En Champagne, à l'automne, les représentants Mercedes sont sur les routes. Ah. C'est maintenant, quoi. C'est maintenant. Ils ont une chèque. Et donc, évidemment, avec ce chèque, un gros chèque, hein, vous avez, je ne sais pas combien il y a en Limagne, vous avez 300 €, c'est combien par hectare? Oui, aux alentours de 300 €, entre 200 €. Bon, si vous multipliez par 1000 hectares, ça fait un paquet d'argent. Avec cet argent-là, ben, vous pouvez acheter le voisin. Et donc, comme ça, les fermes se sont agrandies. Et les zones qui se sont les plus désertifiées en France dans les dernières décennies, ce sont les zones céréalières, parce que les exploitations se sont tellement agrandies, enfin, dans la plupart des zones céréalières, que maintenant, il n'y a plus personne, donc il n'y a plus de services. Dans la Beauce, il y a des grands agriculteurs céréaliers qui reçoivent plein d'argent, mais ils doivent emmener leurs enfants à 80 km, il n'y a plus de services, il n'y a plus de... Alors, il y a d'autres paysages en Europe. Vous savez où c'est? Ça, c'est une photo assez connue. Ça ne vous dit rien? Si vous achetez des poivrons, au mois de décembre, ils viennent... Voilà, ils viennent d'Almeria. Donc ça, c'est un désert, normalement, où on tourne les westerns. Et là, c'est transformé en une mer de plastique. Donc il fait très chaud. C'est vraiment le grand sud de l'Espagne. Il fait très chaud. Quand vous êtes en été, il fait plus que 60 degrés dans les serres. Et là, vous avez énormément de salariés agricoles
souvent pas déclarés, qui viennent d'Afrique. Et quand vous travaillez à 60 degrés et que vous mettez des pesticides, les pores, à 60 degrés, les pores de la peau sont grands ouverts. Et donc, vous voyez tout ce qui peut se passer. Bien sûr, ils sont dans des conditions déplorables, ce qui fait qu'on peut transporter des poivrons, des tomates, etc., à toutes les saisons de l'année sur les autoroutes, et qui ont été construites avec des fonds européens, surtout pour faire transiter les marchandises du nord au sud. Ils ont mis beaucoup de temps à construire l'autoroute entre Madrid et Lisbonne, qui aurait été une autoroute pour resserrer les liens culturels. Je dirais, entre Madrid et Lisbonne, il y a besoin de les resserrer, les liens. Et, mais il n'y avait pas trop de marchandises à faire circuler, donc on a fait surtout les autoroutes du Portugal vers la France et aussi de l'Espagne vers la France, etc., plutôt nord-sud. Donc là aussi, ce sont des zones où il y a beaucoup de dégâts qui sont payés par tout le monde. Et c'est d'abord les ouvriers africains, puis après c'est la santé de tout le monde. C'est aussi les problèmes d'eau, parce que vous imaginez, on est dans une zone désertique. Ils pompent l'eau des fois à plus que 1000 mètres, donc c'est de l'eau géologique qui ne se renouvelle pas. Et comme ils sont près de la mer, la nature a horreur du vide, donc l'eau salée rentre dans les couches géologiques. Enfin, ils vont pomper ailleurs, etc. Enfin, c'est pas durable dans tous les sens du terme. Et alors, quelqu'un de la région m'a dit l'autre jour, oh mais ta photo elle est vieille. Maintenant ils sont dans les montagnes. Ils montent les collines maintenant. Voilà, donc voilà. Donc ça continue pour l'instant. Et donc évidemment, je ne vais pas vous faire un exposé sur le réchauffement climatique, mais l'agriculture contribue pas mal au réchauffement climatique. Et beaucoup moins par l'élevage, comme on dit, sauf l'élevage industrialisé, qui dégage beaucoup d'ammoniac, etc. Mais on oublie beaucoup, et il faut en parler ici parce qu'il y a des grandes plaines agricoles, beaucoup par les engrais azotés. Parce qu'il y a des gaz qui sont dégagés par les engrais azotés qu'on met dans le sol, qui sont 230 fois, enfin je ne sais plus exactement, 200, je crois que c'est autour de 230 fois, plus gaz à effet de serre que le gaz carbonique. Je ne sais plus, je cite un chiffre dans le bouquin, mais la fabrication des en plus pour fabriquer les engrais azotés, il faut aller chercher l'azote dans l'air, c'est une réaction chimique qui consomme énormément d'énergie. Donc si on additionne les deux, c'est une vraie catastrophe. L'énergie consommée pour fabriquer l'azote dans les réactions chimiques, c'est, je crois, en France, autour de 20% de toute l'énergie consommée dans l'agriculture. Alors que vous avez, et Jean-Bastien le pratique, vous avez dans le sol des bactéries gratuites qui se fixent sur les racines des légumineuses et qui savent faire la réaction, enfin qui savent aller capter l'azote qui est dans l'air. Parce qu'il y a 71% d'azote dans l'air, il y en a plein. Et donc, on a abandonné, et il y en a beaucoup d'agriculteurs ont perdu des connaissances de mélanger les légumineuses dans les autres cultures ou de faire des rotations avec des légumineuses pour amener l'azote dans le sol. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller mettre des engrais azotés. Mais il y a une multinationale de l'engrais azoté qui s'appelle Yara, qui est assez puissante et qui fait du bon lobbying là-haut à Bruxelles. Alors il y a des solutions. Je ne vais pas m'attarder sur les problèmes, mais il y a des solutions, il y en a qui ont des solutions. Et il y a eu beaucoup de discours au fur et à mesure que les problèmes, quand même, depuis 30 ans, 40 ans, s'accumulaient. Donc il y en a qui essaient de s'en sortir en recyclant des vieilles méthodes. Il y a aussi celle-là. Donc il y a eu énormément, parce que le problème c'est que ça se fait à coup de subventions publiques. Hein. Il y a eu énormément d'argent public, d'argent européen, d'argent régional, d'argent national, pour financer des grandes usines d'agrocarburants, parce que je refuse d'utiliser le mot bio quand on parle de biocarburant, ça n'a rien de bio. Mais ces agrocarburants, la plupart, sont énergétiquement, le bilan énergétique est très mauvais. C'est négatif quand vous irriguez, si vous faites des agrocarburants avec des plantes irriguées, c'est négatif. Il y a un seul agrocarburant qui est vraiment très très bon au plan énergétique, mais il ne pousse pas ici, c'est la canne à sucre. Donc l'éthanol de canne à sucre, même arrivé dans le port de Rouen, même avec le transport, le bilan énergétique est encore très très positif.
Après, il y a d'autres problèmes sociaux, économiques, sur la façon dont est cultivée la canne à sucre au Brésil, ça c'est un autre sujet. Mais tous les agrocarburants cultivés, on plante cultivés en Europe, on peut les oublier, mais il y a eu un gros lobbying. Puis maintenant, ils ont fait des usines, donc ils veulent que ça tourne, etc. Mais ça s'est fait beaucoup avec l'argent public. Et puis les producteurs, c'est quand même embêtant, les producteurs. Ils sont toujours en train de râler. Et donc, si on pouvait s'en passer, ce serait pas plus mal. Et puis la grande distribution a bien vu qu'on voulait du local. En réaction à la mondialisation, de plus en plus de gens se tournent vers les produits locaux. C'est vraiment une réaction. Et c'est pas seulement à Lille ou à Clermont-Ferrand, mais c'est dans le monde entier, même en Afrique. Et bien sûr, les grandes chaînes de supermarchés veulent être aussi de la partie dans les produits de proximité. Donc il y a beaucoup de... On surfe beaucoup sur le local un peu partout, des fois de façon très très positive, et des fois il y en a qui essaient de récupérer les envies des consommateurs. Et puis ce monde, ben, tout ne va pas quand même aussi bien dans le monde du néolibéralisme. Je commence mon bouquin d'ailleurs par une petite photographie d'un port qui est tout neuf dans le nord d'Allemagne, qui s'appelle Wilhelmshaven, et qui est tout neuf, qui a été construit pour accueillir les grands containers, et qui est vide. Ça, c'était en octobre 2016 quand j'ai vu le bouquin. Vide, avec un nouveau directeur qui est là, ça a coûté je ne sais pas combien de millions, qui est vide, parce que le commerce mondial a baissé. Le PIB mondial en 2015 a baissé de presque 5%. Et si vous allez dans la rade de Singapour, vous avez toute une file de grands porte-conteneurs, des grands bateaux qui sont là, qui attendent des clients. Et donc là, j'ai mis la photo, c'est un cargo qui va couler avec ses conteneurs dans l'océan Indien, qui a été mal construit. C'est-à-dire que la grande houle dans l'océan Indien est entrée en résonance avec le cargo, donc il est en train de se transformer en sinusoïde et il va couler. Mais non, c'était juste pour vous dire que c'est un des effets de la crise financière de 2008, mais il y a des grains de sable dans les rouages. Alors la question, c'est comment on peut faire vivre ce que la Confédération paysanne appelle une agriculture paysanne, donc une agriculture à taille humaine, et qui ne fait pas des externalités négatives, des dégâts que tout le monde paye, et qui produit des bons produits qu'on a envie de manger, et aussi des agriculteurs qui mangent leurs propres produits. Quand vous voyez un agriculteur qui ne mange pas ses propres produits, ben vous n'y allez pas. Mais la plupart, je n'ai pas fait d'enquête, il y a quand même beaucoup d'agriculteurs qui ne consomment pas leurs produits, malheureusement. Ça, je vais pas j'ai que 2 graphiques, donc je ne vais pas vous embêter. Mais ça, c'est pour vous montrer comment évolue, quand même sur 30 ans, les prix à la consommation en rouge, alimentaire, et les prix des produits agricoles. Donc vous voyez, il y a eu un grand écart qui s'est produit. Et cet écart, ça veut dire que l'argent, il a été pompé par ceux qui ont acheté les produits agricoles. Ils les ont achetés pas cher et ils les ont vendus, disons, au même prix. Les prix alimentaires sont restés relativement stables. Et donc, toute cette plus-value de l'agriculture, du travail de l'agriculteur est parti ailleurs. Et on retrouve... Ça se retrouve aussi dans ce graphique-là, là ça parle un peu plus de la politique agricole, c'est que ces prix, comme je vous ai dit, depuis la réforme de 1992, eh bien, ces prix ont été transformés en primes, et pas complètement. Et donc, en fait, dans le revenu agricole, la part des primes, des aides, a grandi, et maintenant arrive à peu près, c'est une moyenne bien sûr, parce que pour chaque production, c'est pas la même chose, et en fait, la part des aides et la part du revenu sont pareilles. Pour les éleveurs bovins, le revenu la part des primes est plus que 100% du revenu.
Il paraît que pour les céréaliers, c'est comme ça en ce moment. En ce moment, oui. Voilà, parce que le prix des céréales est bas. Et donc ça, c'est complètement aberrant, quoi. Et tous les agriculteurs, toutes les organisations agricoles vous le diront, les agriculteurs, ils n'ont pas envie d'être payés par les aides. C'est comme tout. Ils ont envie d'être payés par les produits qu'ils vendent. Et pour être payés par les produits qu'ils vendent, il faut qu'il y ait des prix du marché qui soient corrects par rapport à leur coût de production. Et c'est pas du tout, la politique agricole commune, elle n'est pas construite là-dessus. Et comme je disais au départ, elle est construite sur des prix bas pour qu'en fait, pour alimenter l'agroalimentaire et la grande distribution en produits agricoles pas chers, et tellement pas chers qu'ils sont vendus à perte par l'agriculteur très souvent. Et pour beaucoup de produits. Et alors, comme on a distribué ces aides, comme je vous ai dit tout à l'heure, par hectare et sans plafond, quand même depuis 92, ça fait 25 ans. Voilà, on arrive à des paysages comme ça. Hein. Et si on regarde le chiffre, si vous regardez la ligne du milieu, il y a 2,7%, disons 3%. Il y a 3% des exploitations agricoles en Europe qui cultivent 50% de la surface. Comme les primes sont à l'hectare, pas plafonnées, vous pouvez quasiment, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a d'autres primes, mais grosso modo, c'est ça. Il y a 3% des agriculteurs qui empochent 50% des primes. Mais en fait, ces primes, elles sont payées à l'agriculteur, on appelle ça des aides directes. Mais en fait, si vous raisonnez un petit peu, on a remplacé des prix par des primes. L'agro-industrie achète les prix beaucoup moins chers. Le revenu de l'agriculteur, il a plutôt été en baisse, parce que les primes ne compensent pas vraiment les baisses de prix. Ce qui veut dire qu'en fait, les primes, en fait, sont transférées à l'aval, sont transférées à ceux qui achètent les produits pas chers. Donc les primes de la PAC sont des primes à l'agro-industrie et à l'aval. Et quand vous payez le budget de la PAC, vous donnez votre argent, pour faire simple, à Danone et Carrefour, pour prendre juste deux exemples. Pour prendre d'autres. Mais si on explique, ou si l'Union européenne, ou si votre gouvernement explique que vous financez Carrefour et Danone, vous n'allez pas être d'accord. Enfin, beaucoup ne vont pas être d'accord. Enfin, moi, je ne serais pas d'accord. Et, sauf que ce n'est pas du tout expliqué comme ça. On dit, oui, on donne l'argent aux agriculteurs. Oh, bah oui, ils ont des gros tracteurs quand ils viennent manifester, etc. Mais en fait, en général, ils sont endettés jusqu'au cou avec leurs tracteurs. Mais c'est un système c'était un des objectifs de la réforme d'ailleurs, c'était d'alimenter pas cher l'aval. Et pour que ça continue à tourner, ça veut dire que pour que les agriculteurs continuent à produire à ces prix-là, eh bien on leur donne des primes pour qu'ils continuent, mais c'est un système vraiment qui marche sur la tête et qui est un grand frein au renouvellement des exploitations. Comment vous voulez que des jeunes aient envie de rentrer dans un système comme ça, aient envie de devenir agriculteurs alors qu'ils vont perdre de l'argent? En général, ils travaillent plus que la moyenne, ils prennent des risques, ils n'ont pas beaucoup de vacances, il y a même beaucoup d'accidents du travail, plus que derrière le bureau, et en plus de ça, le soir, ils auront perdu de l'argent. C'est pas très motivant pour les jeunes générations. Et donc, le fait d'avoir laissé baisser les prix, en fait, au niveau mondial, on a mondialisé l'agriculture, et donc on aligne les prix sur les prix mondiaux. C'est la vague néolibérale des années 90 qui a emporté la politique agricole européenne, et donc ça a été un grand frein au renouvellement des exploitations agricoles. Si bien qu'aujourd'hui, une grande partie, la moyenne d'âge des agriculteurs en Europe est au-dessus de 55 ans. Hein, vous pouvez imaginer, ça va dégager, quoi. Ça dégage beaucoup, mais ça va encore dégager davantage. Simplement avec la pyramide des âges. Sauf s'il y a un mouvement, de temps en temps, ça frémit un peu, sauf s'il y a des grands mouvements avec beaucoup de jeunes, ou de moins jeunes d'ailleurs, qui ont envie de devenir paysans. Alors une note positive,
Donc ça a descendu beaucoup le nombre de paysans. Je crois que dans la tête, j'ai 2003-2013, mais ça ne s'est pas arrêté. 2003-2013, on a perdu 30% des exploitations en Europe. Mais l'année dernière, alors c'est l'année, on est en 2017, c'est les chiffres de l'année 2016, simplement pour l'exemple, la Wallonie a arrêté de perdre des agriculteurs. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors on attend vraiment les chiffres de 2017 pour voir si c'est une tendance ou si c'est juste une exception. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont installés, mais beaucoup sur des petites structures, en maraîchage ou des petits élevages. Mais quand même, ça ne fait rien. Il y a une tendance qu'on espère qui va se garder. Et si je peux me permettre, en France, la seule région qui n'a pas perdu de ferme, c'est le Larzac. Et c'est lié à un système de transmission des exploitations tout à fait particulier, un système foncier tout à fait particulier qui marche très bien et qui attire des jeunes vers ce plateau malgré la situation agroclimatique qui n'est pas favorable du tout à l'agriculture. Mais voilà, ça on peut en parler. Sur cet exemple de foncier qui a un gros problème, on peut en parler si vous voulez dans la... Et alors il y a la Confédération paysanne a un slogan que j'aime bien là-dedans. Et ça, c'est une manifestation devant le bâtiment des ministres à Bruxelles. C'était une manifestation qu'on avait organisée. Et celui qui tient la pancarte des voisins plutôt que des hectares, c'est un leader paysan de Roumanie, qui en sait quelque chose, parce que là-bas, il y a d'immenses fermes qui se sont créées et qui se sont construites. Ça, c'est juste pour évoquer la question dans le débat. Si vous avez envie d'en parler, on peut en parler, mais c'est... Voilà. Alors, quelle politique agricole? J'ai pas beaucoup parlé, hein, Jean-Sébastien, de toute l'histoire de la politique agricole, parce que je sais pas si ça vous intéresse tellement, d'où ça vient. Je préfère parler de celle qui existe, de ce qu'elle est devenue, parce que c'est ce que vivent les agriculteurs aujourd'hui. Mais on peut aller plus loin dans le détail si vous voulez, parce que ça peut devenir très technique. Alors je ne sais pas si vous êtes dans le domaine agricole ou pas. Donc c'est des fois un peu trop rébarbatif, quoi. Et actuellement, comme a dit Jean-Sébastien, on a fait beaucoup de réformes. On n'arrête pas, hein. Les agriculteurs, ils ont à peine reçu les nouveaux règlements que déjà ils sont dans la discussion sur la prochaine. Alors là, on est déjà dans la discussion sur la prochaine réforme. La dernière s'est appliquée à partir de 2015. Donc c'est encore récent. Et là maintenant, on est dans le débat. Le Parlement, la Commission vient de présenter un premier papier, etc. Enfin, on n'arrête pas. Et donc c'est très difficile pour les agriculteurs. En plus, chaque commissaire européen, quand il change, il veut sa réforme, etc. Et donc, chaque président français aussi, voilà. Et donc, c'est assez compliqué quand les règles changent trop vite, quoi. Et actuellement, c'est une question, normalement, on devrait avoir une politique agricole pour l'après 2020, à partir de 2020, donc qui devrait être décidée en 2019. Mais il y a le Brexit. Et le Brexit nous est tombé un peu comme ça, sur le dos, et personne n'avait vraiment prévu le coup, sauf que ça va faire un trou de 12 milliards d'euros dans le budget européen. Et qu'on ne sait pas comment vont se terminer les négociations, quand est-ce qu'elles vont se terminer, et s'il y a un trou dans le budget européen, ça veut dire qu'il y aura un trou dans la PAC. Dans le budget de la PAC. Et donc, c'est très compliqué de déjà discuter d'une réforme quand on ne sait pas l'argent qu'il y aura. Parce que l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. Et en 2019, il doit se discuter aussi, tous les 6 ans, ils discutent du budget de l'Union européenne. Comme un budget national, ils discutent ça tous les 6 ans, et les recettes, les dépenses, etc. Et donc, du résultat de cette discussion dépend toutes les autres politiques qu'on fait. L'agriculture, c'est la politique numéro 1, puisqu'elle a plus ou moins 40% du budget de l'Union européenne. Donc c'est pas du tout sûr qu'on ait une nouvelle réforme, une énième réforme. Ce sont des réformettes parce qu'on ne change pas la ligne, hein. Ils ne vont pas changer le fait
qu'on a des prix mondiaux, qu'on ne régule pas les marchés, donc que les prix sont très volatiles. Et voilà. Donc, je ne vais pas trop m'apesantir, parce que ça peut devenir technique, je vais juste survoler des points qui sont... Voilà, donc actuellement, ce qui est intéressant politiquement, en évolution, c'est que ça bouge. Et ce que j'ai montré tout à l'heure, et que j'ai dit avec les agriculteurs qui vendent à perte, ça commence à poser pas mal de problèmes. Il y a eu la crise laitière qui a quand même secoué pas mal les campagnes. Les politiques, ils n'aiment pas trop ça. Et puis maintenant, la certitude, c'est que le budget va baisser. Si le budget baisse, il va falloir, ça c'est ce que disent les hommes politiques, les gouvernements, si le budget baisse, il va falloir baisser les primes. Parce que la plus grande partie du budget agricole européen, c'est pour payer les fameuses primes qui remplacent les primes. Et donc, ouais, mais s'ils n'ont pas de prix et qu'ils n'ont plus de primes, ils ne vont plus continuer à faire tourner le système, ils ne vont plus acheter d'engrais, ils ne vont plus acheter de machines, de robots de traite, ça ne va pas, il faut que ça tourne. Il faut que ça tourne, il faut qu'ils continuent à bosser pour rien. Et alors, c'est pour ça que je dis, Hogan, c'est le nom du commissaire européen à l'agriculture actuel. Phil Hogan, c'est un Irlandais. A priori, assez néolibéral. Mais des fois, c'est pas ceux-là qui font les choses les pires quand ils sont au pouvoir. C'est assez marrant de... Et alors, Macron, il vient de faire un discours sur l'agriculture à Rungis il y a 15 jours, 3 semaines. Et quelque part, les deux, à mon avis, ils se sont connectés avant, sûrement. Et quelque part, ils se disent, il faut qu'on baisse les primes. Et pour qu'on baisse les primes, il faut qu'on augmente les prix. Et alors, comment on va augmenter les prix? Et donc, là, je vous passe les détails, mais c'est assez intéressant, parce qu'augmenter les prix, c'est ce que tous les agriculteurs veulent. Alors, il y en a qui viennent avec des angles différents, suivant un peu les organisations, et donc là, il y a quelques mouvements. Par exemple, il y a une chose qui a été décidée, parce qu'ils ont, je vous passe les détails, mais ils ont fait une mini-réformette, là, le 25 octobre, qui a été discutée avant, qui s'appelle la réforme Omnibus, je vous parle des détails. Et en fait, les parlementaires européens, ils se sont dit, on ne va pas avoir de réforme de la PAC en 2020 à cause du Brexit, pour ce que je vous ai dit tout de suite. Donc il nous faut déjà il faut faire bouger la politique agricole commune maintenant, un peu par la fenêtre, parce que ce truc de l'omnibus, c'était juste des arrangements, surtout des arrangements financiers. Et en fait, le Parlement a réussi, parce que le Parlement européen, je vous le rappelle, ou bien je vous le dis, mais ceux qui décident au niveau européen, donc c'est la Commission européenne qui propose, qui fait les propositions de réforme, de règlement, et il y a deux instances qui co-décident en même temps. Il faut que les deux instances s'entendent. Ce sont le Conseil des ministres, donc ici pour l'agriculture, c'est les ministres de l'agriculture qui se voient tous les mois, soit à Bruxelles, soit à Luxembourg, et puis le Parlement européen, qui a une commission d'agriculture et une plénière. Et donc il faut que les deux s'entendent exactement sur le même texte. Et j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Oui, donc cette mini-réforme, le Parlement européen s'est dit on va essayer de pousser des choses. Et donc ils ont réussi à faire passer des choses qui, à mon avis, sont intéressantes, même si le cadre général il est pourri. Il ne change pas, donc on a toujours ces prix mondiaux, etc. Mais ce qu'ils ont autorisé à faire, qui n'était pas autorisé jusqu'à présent, c'est qu'ils autorisent les producteurs de toutes les productions. Avant, il y avait un petit truc sur le lait à cause de la crise. Maintenant, c'est toutes les productions. Ils autorisent les producteurs à s'entendre entre eux, même dans toute l'Europe. Avant, il y avait une limite de 3%, et vous pouvez vous organiser, mais à un petit groupe, quoi. Un petit groupe qui ne pèse pas sur le marché. Donc ça veut dire que l'objectif, c'est de s'organiser pour pouvoir avoir un pouvoir de négociation face aux acheteurs, pour dire, ben voilà, moi je veux bien vous vendre mes betteraves, mais à ce prix-là. Alors qu'à présent, ils sont toujours, c'est jamais les producteurs qui peuvent influencer sur le prix. Et là, il y avait deux plafonds qui faisaient que les groupements de producteurs, ils pouvaient être tout petits, et là, ils ont fait sauter les plafonds. C'est mise en œuvre 2018. Et donc, ça veut dire que, à la limite, tous les producteurs de lait ou tous les producteurs de poulet pourraient s'entendre entre eux dans toute l'Europe
et dire aux industriels qui rachètent les produits, bon ben, à partir de maintenant, vous allez nous les acheter à ce prix-là. À des prix qui tiennent compte de leur coût de production. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas comment ça va être mis en œuvre, je ne sais pas comment vont réagir les producteurs, mais c'est un signe que les politiques, parce que c'est assez surprenant que ça s'est fait sans un grand débat, le Parlement a poussé ça, et je trouve que c'est assez significatif du fait que les politiques se rendent compte qu'on ne peut plus continuer avec des agriculteurs qui perdent de l'argent. Les gouvernements s'en sont rendus compte, notamment à cause des mobilisations sur les crises laitières. Donc on va voir. Alors Macron, il l'a dit d'une autre façon, mais il a dit ça aussi dans son discours, il faut que les agriculteurs retrouvent des prix. Il ne s'est pas trop penché comment, ni comment il allait conjuguer ça avec la politique agricole commune, mais en tout cas, ça bouge dans le bon sens, dans ce sens-là, mais ça a très peu de chances vraiment de changer les choses si on continue à déréguler les marchés. Ça veut dire qu'on peut produire autant qu'on veut n'importe quand. On a vu avec le lait qu'on est toujours en surproduction, puisqu'on a supprimé les quotas laitiers il y a 2 ans, et qui limitait la production par producteur. Et en plus, au niveau international, c'est aussi dérégulé. On a des règles de l'Organisation mondiale du commerce qui font que les priorités qui sont données aux politiques agricoles, c'est importation-exportation. Normalement, une bonne politique agricole, d'après moi, sa priorité première, c'est de nourrir la population. Bon, disons, on est en Europe, c'est de nourrir la population européenne. Ça n'empêche pas d'avoir des importations, des exportations, mais ce n'est pas la priorité. Ouais, et on a des choses à exporter. On peut exporter du Roquefort, du Larzac, ou bien des saucisses en Auvergne, je ne sais pas. Mais on a des bons produits aussi qui sont liés à des terroirs qu'on a en Europe et qu'on n'a pas dans d'autres. Il y a des choses à échanger. Et la terre n'est pas assez chaude pour qu'on fasse des bananes ici. Si on veut manger des bananes, moi je veux bien qu'on mange des bananes. Donc il y a du commerce, et le commerce, a priori, c'est quelque chose de positif, c'est un échange. Mais aujourd'hui, les politiques agricoles, par les règles de l'Organisation mondiale du commerce, qui ont été écrites par l'Union européenne et les États-Unis en 1993, c'est pas comme ça un dieu qui est basé à Genève. Non, l'OMC, ce sont les gouvernements tous ensemble. Hein. L'OMC, c'est une toute petite structure, mais ce sont tous les gouvernements ensemble qui ont décidé ça et pour l'instant qui n'ont pas changé. Et comme c'est un accord qui a été signé entre 150 pays, c'est compliqué à changer, mais il faut le changer. Et l'Union européenne, elle a été extrêmement fidèle des règles de l'Organisation mondiale du commerce. Elle a été tellement bonne élève, qu'elle est devenue première importatrice et première exportatrice de produits alimentaires. Sauf qu'aujourd'hui, si on parle de réchauffement climatique, faire dépendre la politique, notre agriculture, notre alimentation, des importations, des exportations, c'est pas terrible. Les bateaux, ça consomme énormément de carburant. Vous avez peut-être vu des reportages sur ce que consommaient les bateaux de croisière, hein, parce qu'on en a parlé, mais il n'y a pas que les bateaux de croisière, il y a les cargos, il y a les porte-conteneurs, ça consomme énormément. Et tout ça pour transporter des choses d'un coin de la planète qu'on n'est pas forcément obligé de transporter. Quand les haricots verts viennent du Burkina, non, on peut en faire des haricots verts, sauf à vouloir en manger à Noël. J'espère que dans le magasin dont on parle, il n'y aura pas de haricots verts du Burkina. Ah non, j'espère. Voilà. Mais vous savez qu'un des produits qu'on délocalise beaucoup, ce sont les fruits et légumes, parce que ça demande plus de main-d'œuvre. Et donc la main-d'œuvre, elle est tellement moins chère ailleurs. Et là où on demande encore plus de main-d'œuvre, c'est dans les produits bio. Et donc les fruits et légumes bio, on les délocalise à tour de bras. Et au Maroc, par exemple, ça c'est pas encore trop loin, mais au Maroc, vous avez des serres bio qui sont aussi grandes que la ville de Paris. Sauf que les salaires, c'est pas les salaires de la ville de Paris, et donc on fait beaucoup de bénéfices. Et vous pouvez avoir des tomates, des légumes hors saison qui arrivent. Mais dans l'est de la Turquie, c'est peut-être un peu perturbé avec les guerres actuelles, mais ils ont mis en eau des grands barrages sur l'Euphrate ou le Tigre, je ne sais plus, parce que moi je mélange toujours ces deux fleuves. Et donc ça fait beaucoup d'eau, les pays d'en dessous ne sont pas contents. Et c'est pour faire aussi, notamment, de la culture irriguée. Et notamment, il y a des investissements ouest européens en bio pour faire des légumes bio. Et je doute que ce n'est pas pour le marché syrien.
Et donc, mais là, je ne sais pas quel est le niveau de salaire dans l'est de la Turquie, mais à mon avis, ça doit être moins cher qu'au Maroc. Donc tout ce système, c'est un peu le moteur de la mondialisation, c'est qu'on produit là où c'est le moins cher pour aller vendre là où il y a du pouvoir d'achat. Et donc ça détruit tout le monde, ça détruit les producteurs là-bas, ça détruit les producteurs ici, et ça donne de très mauvaises conditions de travail, et en plus ça réchauffe la planète. Ouais. Voilà. Alors, je vous passe les détails parce que ça, c'est pour ceux qui connaissent bien la PAC. Alors, on a beaucoup parlé, pour ceux qui connaissent, du verdissement de la PAC. Ça veut dire qu'on va faire des pratiques culturelles qui sont meilleures pour l'environnement. On en parle beaucoup depuis 1992. Alors, il faut reconnaître qu'il y a eu des améliorations, mais on en a beaucoup parlé, mais on a fait beaucoup de choses comme dans le dessin, quoi. Ou comme dans la machine à désintensifier qu'on a vu tout à l'heure, quoi. Et en fait, il y a des... Par exemple, si on veut vraiment faire des choses pour l'environnement, on arrête l'élevage industrialisé. Où on dit que, voilà, on l'arrête en 5 ans, 10 ans, enfin, on donne le temps, effectivement, pour la transition. Mais il y a plein de choses qu'on fait tellement mal que, des fois, ils mettent une cerise verte sur un gâteau indigeste pour l'environnement pour faire passer la pilule et aussi pour donner du grain à moudre à beaucoup d'organisations environnementales qui pèsent aussi dans le débat européen. Mais le résultat, pour l'instant, de la politique agricole commune n'est pas vraiment en faveur de l'environnement. Et il suffit, Jean-Sébastien me disait cet après-midi, les niveaux de pollution dans les nappes phréatiques de la Limagne, c'est assez élevé. Oui, que ce soit en phytosanitaire ou en azote, en nitrate, on est effectivement dans des zones rouges. Et alors, pour finir, c'était un peu le sujet, je vais finir par un sujet. Eh bien, donc il en faut une autre. Il faut une autre politique agricole et alimentaire. Et donc, moi, j'ai travaillé 30 ans à essayer de faire bouger avec les organisations paysannes, ou la trentaine d'organisations paysannes avec qui je travaillais. On a essayé de faire bouger les choses, hein, ce qui est évidemment pas facile. Mais il y a des petites choses comme ça qu'on gagne. On a toujours demandé le plafonnement. Ce que je ne vous ai pas dit, mais le plafonnement va arriver pour la prochaine réforme PAC. On sait qu'il y aura un plafonnement. Et comme le budget va être réduit, ça va être une façon aussi de le faire passer politiquement. Donc il y a des choses comme ça qui avancent, mais pas assez vite, quoi. Alors si on veut une politique agricole... C'est le plafonnement à la surface. Hein. Plafonnement des primes, non. Donc vous avez les primes. Pour l'instant, la proposition qui circule, et qui est encore un brouillon, c'est une fuite pour l'instant, que la proposition de la Commission, ce serait plafonné entre 60 000 et 100 000 euros. Un agriculteur ne pourrait pas toucher plus que... Ils ont donné une fourchette à négocier avec les parlementaires et les ministres, entre 60 et 100 000 euros. Et ce qui est déjà pas mal pour les exploitations de la région. Mais il y a des exploitations qui touchent 500 000 euros. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et en fait, leur idée, c'est de récupérer de l'argent. C'est là-dessus. Alors que nous, on proposerait, avec cet argent-là, de faire autre chose, de modifier les modes de production et d'aider vraiment les agriculteurs qui en ont vraiment besoin et qui font du bon boulot. Et alors, pour avoir une bonne politique agricole, avec des guillemets bonne, il faut qu'elle soit... on veut la garder commune, parce que revenir sur des frontières nationales, comme certains, ça va pas forcément... D'abord, elle va pas forcément être meilleure, parce qu'il y a des Margaret Thatcher dans tous les pays. Et il faut qu'elle soit durable pour tous les problèmes qu'on a dit, et puis qu'elle soit solidaire. Et le premier critère, c'est qu'elle ait une légitimité économique. Et je vous dis ça parce qu'actuellement, j'ai essayé de faire passer le message, on ne peut pas construire une politique agricole saine à partir de la vente à perte. Donc moi je dis que la politique agricole actuelle, elle n'a pas de légitimité économique, parce qu'elle est construite sur une absurdité économique. Normalement, quelqu'un qui vend à perte, il fait faillite. Donc normalement, les agriculteurs, ils devraient être en faillite. Et donc, il faut reconstruire une légitimité économique. Alors, je vous passe les détails, mais il faut arriver, effectivement, à ce qu'il y ait des prix agricoles qui soient justes, qui soient liés plus ou moins au coût de production, ça fait beaucoup de débats, et pour que l'agriculteur il soit rémunéré correctement de son travail, comme quelqu'un d'autre dans la société.
Il faut une légitimité sociale, parce que s'il y a du soutien à l'agriculture, notamment quand vous êtes dans une région défavorisée, vos rendements sont plus bas, donc c'est normal que la collectivité, si elle veut des agriculteurs qui restent des agriculteurs en Auvergne, dans les montagnes d'Auvergne, des éleveurs, eh bien ils ont des coûts de production plus importants que les éleveurs de Normandie, et donc il faut les aider, pour ça il faut qu'ils aient de l'argent qui vient du budget de la politique agricole. Et il faut que cet argent public soit bien réparti, plafonné, et ce que je propose, mais je ne suis pas tout seul, c'est que les aides ne soient plus à l'hectare, mais soient à la personne, à l'actif, pour favoriser l'emploi. Et donc si vous avez plus d'actifs, si vous développez des choses sur votre ferme qui créent de l'emploi, eh vous êtes plus aidé par la collectivité que si vous êtes tout seul sur vos 500 hectares. Donc là, il y a une légitimité sociale que certains contestent parce qu'ils disent oui, ben, l'agriculture, ça n'a pas une vocation sociale, mais si on veut, j'allais dire remplir les territoires, mais faire vivre les territoires, ben, l'agriculture, c'est une des bases essentielles de l'activité économique sur les territoires. Et bien sûr qu'il faut une légitimité environnementale et aussi des problèmes de santé, on n'en a pas beaucoup parlé, mais et donc il faut que les pratiques agricoles respectent l'environnement, et dans la situation où on est, il faut qu'elles l'améliorent, il faut qu'ils refroidissent un peu la planète, il y a des techniques pour ça, pour l'agriculture, et aussi il faut qu'ils améliorent la santé, qu'ils arrêtent de détruire la santé des agriculteurs d'abord et des consommateurs après, et puis qu'ils l'améliorent notamment avec la qualité des produits et la diversité des produits. Il y a une légitimité territoriale, c'est que la politique agricole commune, normalement, dans un des principes de base de l'Union européenne, il y a le principe de cohésion, c'est-à-dire que l'Union européenne, elle doit veiller à ce que les territoires, quelque part, se rapprochent, qu'il n'y ait pas des territoires qui soient délaissés économiquement et d'autres pas. Donc c'est un principe fondamental dans le traité de base de l'Union européenne, sauf quand il n'est pas respecté. Et la politique agricole, depuis qu'elle existe, elle a au contraire concentré la production agricole dans certaines régions, et délaissé dans d'autres, notamment l'élevage. L'élevage s'est rapproché des grands ports d'importation du soja. Je vous rappelle le dessin qu'on a vu au début, avec toutes ces importations de soja. Eh bien, c'est moins cher de faire de l'élevage industrialisé tout près des ports du soja, parce que c'est comme ça, on n'a pas besoin de transporter sur des milliers de kilomètres. Et donc, beaucoup de production animale, on le voit en France et le Grand Ouest. Le Grand Ouest représente une grande partie de la production animale, et dans d'autres régions c'est pareil. Et donc, on ne respecte pas un des fondements du traité, et il faut remettre de l'agriculture et de la vie économique dans des régions qui ont été abandonnées. On a l'habitude de parler de régions défavorisées, mais beaucoup de régions ont été défavorisées par les politiques qui sont menées. Après, il y a des régions qui sont défavorisées agroclimatiquement, mais il y a aussi des politiques qui défavorisent certaines régions. Et ça, on peut très bien le renverser. Pas du jour au lendemain, mais l'avoir comme objectif politique. Et puis, une légitimité internationale. Et on ne peut pas avoir une politique agricole qui soit commune, durable, solidaire et juste si on ne modifie pas les règles actuelles du commerce international, donc, que j'ai évoqué tout à l'heure, et qui date de 1994. Donc c'est l'accord qui est devenu l'OMC et qui a été signé à Marrakech en 1994. Si on ne change pas ces règles, alors ces règles du commerce international formatent toutes les politiques agricoles dans le monde. Et formatent notamment la politique agricole commune. Et c'est ce qui empêche aussi l'Europe maintenant de réguler ses marchés et d'avoir des prix qui ne soient pas mondiaux et qui soient adaptés aux coûts de production européens. Et donc pour ça, il faut changer les règles du commerce international. Et ça, c'est très important. Et j'essaie de faire, maintenant je ne travaille plus pour le réseau européen, mais j'essaie de faire qui travaille dessus. Et que j'ai oublié de vous dire que ce réseau européen, à cause, grâce à l'OMC, nous a poussé à créer un mouvement paysan mondial, donc avec des organisations paysannes de toute la planète, et qui s'appelle Via Campesina. Et donc j'essaie aussi de pousser Via Campesina, ce mouvement paysan mondial, à travailler davantage sur d'autres règles du commerce international et qui détruisent pas les pays sur toute la planète. Voilà. Et donc, ça fait du travail. Mais voilà. Si on veut une vraie politique agricole,
dont la priorité est d'abord de nourrir la population, eh bien, il faut travailler sur tous ces plans en même temps. Et alors, sur le plan local, il y a sur toute la planète, hein, c'est pas seulement en France, c'est pas seulement en Europe, c'est pas seulement aux États-Unis, c'est aussi en Afrique, c'est aussi en Asie, se développe en réaction à la mondialisation néolibérale, une vague de localisme, si j'aime pas ce mot-là, mais bon, où les gens veulent consommer local. Et donc il y a des milliers d'initiatives avec toutes sortes de noms. Vous avez les AMAP en France, qui permettent à des producteurs et des consommateurs de s'entendre entre eux, sans intermédiaire, et pour financer la production et avoir des bons produits livrés toutes les semaines. Et bien sûr, on change les modes de production. Maintenant, on revient à ce qu'on appelle la permaculture, mais à recultiver des plantes avec des combinaisons de plantes, des plantes qui s'entraident entre elles aussi, qui luttent entre elles contre les parasites, etc. Et c'est des modes de production qu'on a complètement abandonnés et aussi qu'on peut inventer. Il ne s'agit pas de revenir vers le passé. Il y a plein de techniques qui sont des vraies techniques. Et alors qu'aujourd'hui, on a des champs avec des monocultures, des fois des monocultures pendant des dizaines d'années. Et en général, on voit des champs où il y a une seule culture, quoi. Alors on peut élever les animaux tout à fait autrement que ce qu'on fait aujourd'hui. Et il faut travailler sur tous les plans en même temps, quoi. Et donc sur le plan global, il faut travailler, parce que je vous ai dit, il faut changer les règles du commerce international, sinon on n'arrivera pas. Il faut bien sûr que toutes ces initiatives locales, dont le magasin dont on a parlé tout à l'heure, et ces milliers d'initiatives locales font quelque part mousser d'autres façons de consommer et de produire, et ça c'est très important. Mais je dis souvent aux porteurs d'initiatives locales qu'il ne faut pas rester dans le bocal. Et que ces initiatives locales elles peuvent être très bien laissées volontairement par les politiques dans des petites niches, si on ne change pas les grandes lignes des politiques, qu'elles soient au niveau national, qu'elles soient au niveau européen, et qu'elles soient au niveau international. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire les deux. Et moi, j'essaie de faire que ça s'articule entre les deux. Et chaque niveau est très important. Parce que pour changer les règles, c'est très bien de s'appuyer sur beaucoup d'initiatives. Quand il y a beaucoup d'écoles, et ça commence à se faire beaucoup, qui s'approvisionnent pour leur cantine en bio et en local, et il faut les deux, et des fois pas sans augmenter le prix du repas, comme il y a plein d'exemples, en France il y en a plein, il y en a en Belgique, etc. Quand les élèves dans les écoles font des potagers, qui font des cours de cuisine, qu'en rentrant chez eux, c'est eux qui apprennent à leurs parents qu'ils en sont encore au micro-ondes et au surgelé, eh bien il y a des choses qui bougent. Et je pense que d'ailleurs, c'est un travail que les organisations agricoles devraient faire davantage, c'est s'intéresser davantage à ce qui se passe dans les écoles et jouer un rôle là, quoi. Bon, j'ai pas le temps, mais l'agriculture, elle est digitalisée aussi maintenant, et elle est en voie de digitalisation. Il y en a qui appellent ça l'agriculture 4.0, et vous avez des grandes multinationales là, que vous voyez ici, là, qui sont tout à fait prêtes, le Crédit Agricole aussi tout à fait, et voilà, ça c'est un des enjeux, si vous voulez on peut en parler, mais qui risque de faire perdre le petit peu d'autonomie qui reste aux agriculteurs classiques. Je ne parle pas des agriculteurs qui sont autonomes parce qu'ils font de la vente directe, etc., mais la plupart des agriculteurs, ils ont perdu pratiquement toute leur autonomie, et ça ce serait le stade ultime de la perte d'autonomie. Et nos campagnes pourraient devenir ça. Donc ça, c'est pas tellement ce qu'on a envie qu'elles deviennent. Voilà. Et alors, il faut trouver un avenir à ces gens-là et garder. Ça, ce sont des paysages qui peuvent très bien disparaître comme paysages agricoles, parce que ces agriculteurs-là, ils ne peuvent pas s'en sortir actuellement s'il n'y a pas les aides de la PAC. Si on supprime les aides de la PAC, c'est terminé, ça devient la forêt. Alors vous allez me dire, les arbres poussent, ils consomment du carbone, vous avez raison. Après, c'est une question de choix, mais on peut... voilà. Mais c'est toute la vie économique de ces régions, c'est aussi les produits.
et les gens qui y travaillent, qui risquent d'y passer. Ça se voit déjà dans pas mal d'endroits où l'agriculture est partie. Voilà, ça c'est les organisations pour lesquelles j'ai travaillé et qui se battent. Alors j'ai pas le temps de vous parler du donut, mais voilà. C'est une Anglaise qui a sorti ça, l'économie donut, mais bon, j'ai pas le temps de vous en parler. Mais en tout cas, ce qu'il faut remplacer, c'est les concepts ou plutôt le formatage de la compétitivité par le principe de solidarité. Alors si vous tapez sur Internet « Les patates ne poussent pas dans le supermarché », vous arrivez sur mon blog. Et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le titre d'une campagne qui a été faite en Suisse par un collectif d'organisations c'était sur la question alimentaire et qui avait trouvé ce titre-là, donc moi j'aime bien, donc j'ai osé reprendre ça pour mon blog. Je vous remercie.